Tout ceci convient au discours sur un sentiment. Et de fait, l'hypothèse où le respect est un sentiment explique le lien du respect avec l'action. Un sentiment tend vers l'action aussi bien que vers l'expression. Traiter quelqu'un avec respect, c'est, pouvons-nous dire, réaliser une tendance à l'action de ce sentiment. De quel type pourrait être le sentiment de respect? Pouvons-nous le comprendre comme un sentiment qu'auraient des êtres sociaux évolués? Pour arriver à élaborer une première hypothèse, commençons par les expressions. Qu'est-ce que pourraient annoncer des signes de respect ou des signes d'irrespect? La courtoisie exprime le respect et le mépris et les insultes expriment l'irrespect. Il en va de même des gestes, de l'attitude et des tons de voix. Certains types expriment le respect et d'autres le contraire. Ces expressions ne sont telles que des rouages libres dans le mécanisme de nos agissements sociaux, sans attache avec quoi que ce soit. Cela semble improbable. Ce qui relie ces expressions à l'action, c'est quelque chose de ce genre. Il se peut que l'on ait l'impression qu'il n'y a pas un grand pas pour passer de manière et de parole outrageantes à une action outrageante. Souvent, c'est avant tout pour manifester de l'irrespect que nous éprouvons les inhibitions les plus fortes. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Ou, en tout cas, tel semble être le sentiment général. Sabini et Seiver, 1982, soutiennent que l'effet des brutalités et des humiliations incroyables infligées par les nazis à leurs victimes dans les camps de la mort, avant de les tuer, était de saper les inhibitions normales de ceux qui commettaient ces meurtres. Ils y parvenaient en rendant impossible à leurs victimes de présenter l'apparence immédiate, irrésistible d'un être digne de ce nom. C'est de fait ce motif que cita explicitement un commandant de camp pour expliquer la politique nazie d'humiliation systématique. Cela suggère que les signes de respect signalent certains types de traitements, certains types de retenues. Les signes d'irrespect signalent la levée des retenues normales. Mais de quel type de traitement et de quel type de retenue s'agit-il? Et pourquoi doit-on les signaler? Des mots comme outrage s'appliquent à la fois aux discours et aux actions. Mais à quel type d'action? Il y a des outrages qui sont de la pure agression physique, mais dans une vie sociale complexe, il y a d'autres types d'outrages qui peuvent aussi être mortels. Le pillage, l'escroquerie, l'exclusion, l'absence de concession. Qu'est-ce qui unit toutes ces choses et pourquoi y attacher des étiquettes collectivement? Repenser à la négociation et au contrat social et considérer les dispositions qui contribuent à stabiliser les compromis sociaux. Quelles sont les configurations de sentiments qui indiquent les limites érigées par les compromis sociaux? Et quelles sont les configurations qui découragent les envahissements? J'ai parlé d'irritabilité, la tendance à s'opposer aux envahissements franchissant les limites convenues. Il y a autre chose qui serait utile aussi, une motivation intrinsèque, particulière à ne pas franchir les limites. C'est donc là qu'on trouve un lieu pour le respect avec son attirail particulier d'expression et de motivation. Les sentiments de respect accompagnent les compromis sociaux et les stabilisent. Si nous ressentons du respect pour quelqu'un, ce sentiment nous motive à accorder sa place à cette personne dans les compromis sociaux, avec toutes les protections annexes. Les expressions de respect signalent cette disposition et suscitent la confiance. Il faut en apprendre davantage sur l'expression et la manière d'envoyer des signaux. Si le respect implique des tendances à certains types de retenues, pourquoi se pourrait-il qu'on ait des signaux naturels et des signaux sociaux de ces retenues? Il y a là un travail à faire avec, entre autres choses, des modèles mathématiques. Pouvons-nous fournir une explication entièrement cohérente où les signaux rapportent s'ils sont vrais et coûtent s'ils sont faux? Nous trouvons des signaux de retenue chez des animaux autres que l'homme, aussi bien que chez nous, et ils semblent susciter à leur tour chez les autres de la retenue et de la coopération. Comment pourrait-on l'expliquer? En gros, semble-t-il, pour faire partie d'un dispositif de coopération et de retenue mutuelle, il faut signaler son adhésion de diverses manières. Les signes de respect envers d'autres membres du dispositif font partie de cet envoi de signaux. Ils appellent en réponse la confiance. Toutes choses étant dites, le compromis sociaux stables ont besoin à la fois d'irritabilité et de retenue. L'irritabilité consiste pour une part à avoir le sens de ce qui nous est dû, le sens de ce qui constituerait une escroquerie à nos dépens, en même temps que la tendance à ne pas nous laisser faire si nous avons le sentiment de nous être fait avoir. Quant à la retenue, elle naîtra pour une part du respect. Le respect pour les autres tend à leur accorder les protections normales. Deux configurations de sentiments, le sens de ce qui nous est dû et le respect des autres, s'associent dans le marquage des limites sociales et dans la prévention des envahissements. Ce qui assure ces limites, ce qui est ressenti comme envahissement, voilà qui doit demander des explications complexes. Je me suis exprimé comme si le respect et le sens de ce qui nous est dû accompagnaient simplement les protections sociales présentes, quelles qu'elles puissent être. Or, les protections sociales sont vagues et discutées. Peut-être rêvons-nous d'un âge d'or hyper traditionnel, où tout le monde était d'accord dans la clarté et la confiance.
Mais les descriptions ethnographiques suggèrent que même dans les sociétés extrêmement traditionnelles, les compromis sont toujours fluctuants. Même dans ces contextes, une grande partie des discours humains est constituée de négociations implicites, en particulier Marshall, 1976. Dans des conditions moins stables, il se peut que les compromis existants perdent leur adhérent, que gagnent d'autres modèles. Dans tous les cas, le fait de respecter une personne motivera à certaines retenues, à lui accorder certaines protections. Normalement, le contenu de ces protections aura beaucoup à voir avec les compromis sociaux familiers, quels qu'ils aient pu être. Ces compromis sembleront naturels, mais il y a aussi d'autres choses qui affecteront ce que le respect semble exiger. On en arrive à ressentir le respect comme impliquant immanquablement certaines choses, mais la dynamique socio-psychique déterminant le contenu de ces choses doit être complexe. Le respect est étroitement lié à la dignité. Nous disons que certaines personnes se tiennent avec dignité, et nous parlons aussi de la dignité d'une charge. Une tenue digne semble exprimer quelque chose, peut-être la revendication d'une position et de certains types de traitements. Nous disons que la moralité est du respect pour la dignité humaine, et parler de cette façon équivaut à accorder une position particulière à l'humanité. Nous revendiquons des protections pour cette position et nous étendons la position à tout le monde. Nous pourrions dire la chose suivante dans un premier temps. Une tenue digne signale la revendication confiante du respect et des protections qui vont avec. On trouve dans Goffman, 1959, une étude classique de la présentation de soi et de son importance. Cette hypothèse grossière peut contribuer à expliquer pourquoi une tenue digne protège parfois une personne de ses tourmenteurs, alors que perdre sa dignité l'expose à de dangereux outrages. Cela vaut non seulement quand nous avons affaire à d'autres personnes, mais parfois même face à un chien errant. Cette première hypothèse contribue aussi à expliquer pourquoi la dignité accompagne la charge aussi bien que les personnes. Elle contribue aussi à expliquer peut-être pourquoi il est parfois ridicule de se cramponner à sa dignité. La dignité conserve des barrières qui peuvent être superflues. Leur protection peut ne pas être nécessaire, alors les barrières peuvent être des obstacles pour des choses plus importantes. Malgré tout ce qu'elle explique, cette première approche ne rend pas tout à fait ce que veut dire appeler une tenue digne. L'inspecteur Clouseau émet les signaux d'une revendication confiante de respect, mais nous pourrions dire que sa dignité est fausse. Elle nous laisse froid ou nous inspire du mépris. Il faut que le signal soit reçu selon ces termes pour que les observateurs parlent de dignité. Les observateurs doivent être mus au respect par les signaux. Supposez que Calpurnie qualifie César de digne. Par là, elle ne fait pas que décrire son attitude, elle exprime une réaction. Si elle a raison, l'attitude de César exprime l'exigence confiante du respect. Et en outre, Calpurnie exprime l'élan de respect que cette attitude lui inspire. Souvent, le respect signifie un certain type d'estime. Derwall nous donne une terminologie utile. Il distingue respect de reconnaissance et respect d'appréciation, faisant de ce dernier une sorte d'estime. Selon Derwall, le respect d'appréciation est l'appréciation positive d'une personne ou des traits rattachés à son caractère, 1977. Avoir un respect de reconnaissance morale pour une chose, c'est considérer qu'il faut placer des restrictions sur l'acceptabilité morale des actions qui lui sont reliées, et considérer ces restrictions comme non adventices, mais comme apparaissant à cause du trait ou du fait proprement dit. Ce respect implique de la considération pour un fait ou un trait en tant qu'ayant du poids dans des délibérations sur notre manière d'agir. Quant au sentiment de respect pour une personne, c'est celui qui est occasionné par l'appréciation positive constituant le respect d'appréciation pour une personne. J'accepte ce qui précède pour une large part, mais je veux accorder aux sentiments un traitement plus central et les caractériser en partie par leur tendance à l'action. Derwall lie étroitement le respect de reconnaissance avec l'action, par l'intermédiaire des opinions d'une personne sur l'acceptabilité morale de ce qui la fonde. Je veux un type de lien plus lâche, moins réfléchi, de sorte que nous pourrions même éprouver des sentiments de respect et les juger dépourvus d'aval. Des sentiments de respect pourraient nous retenir de traiter une personne de telle ou telle manière dont nous pensons à la réflexion qu'elles sont moralement acceptables. Je pourrais quand même reprendre dans ma version des choses l'essentiel de ce que dit Derwall, en lisant son traitement comme une élucidation du type de raison d'être que sembleront avoir pour nous les sentiments de respect. Il est difficile de spécifier les types de traitements que le respect empêche ou éveille. Toutes les restrictions sur l'acceptabilité morale des actions reliées à un trait du caractère ne sont pas une question de respect. Il se peut qu'il soit moralement inacceptable de relâcher dans la communauté un violeur assassin dangereux, mais nous ne le gardons pas en prison par respect pour sa férocité. Selon Derwall, le respect
de recognition morale comprend une composante de considération. Il sera important d'expliquer cette composante. C'est du respect de recognition que j'ai parlé. Le respect pris dans ce sens semble fort différent de l'estime. Nous disons que notre système juridique doit traiter avec respect même l'auteur d'un crime odieux, quoiqu'il soit dépourvu de tout titre à notre estime. Or cela est censé si le respect implique des protections, car les protections n'ont pas à se fonder sur l'estime. Reste qu'il nous faut expliquer pourquoi il se produit ce glissement entre le respect de recognition et l'estime. Et le lien n'est pas difficile à trouver. Le respect de recognition accorde des protections à une position, et souvent les gens pensent qu'une position devrait être méritée. Peut-être alors n'accorderont-ils les protections de la position qu'à quelqu'un dont ils pensent qu'il mérite cette position. Dans ce cas, le respect de recognition dépend d'un certain type d'estime. De fait, si ces suppositions sont connues de tous, il se peut que les signes de respect soient aussi des signes d'estime. Le respect n'est pas la même chose que la bienveillance, et l'explication que j'ai fournie explique pourquoi il pourrait se faire qu'un être social évolué ait ces deux sentiments. Le respect incite une personne à prendre garde aux règles acceptées de protection, alors qu'il y a des cas où la bienveillance pourrait inciter les personnes à ignorer comme superflues des règles protectrices. Les élans d'intervention charitable peuvent alors se heurter à des sentiments de respect et être tenus en échec. Si la bienveillance l'emporte, le bénéficiaire perd alors quelques protections. Certaines barrières s'effondrent et il se retrouve à dépendre de la bienveillance gratuite. Pour désirer cette situation, il doit avoir une grande confiance dans ses bienfaiteurs. Bref, le respect peut sembler le sentiment moral décisif, mais son contenu se dérobe à l'analyse. Parfois, on ne voit pas bien quelles actions le respect exige, et quand les exigences du respect semblent claires, il se peut encore qu'on ne voit pas bien du tout quelle est la raison d'être qui unifie ces exigences. Je me suis interrogé sur la raison qui pourrait faire qu'un être social évolué soit muni d'un tel sentiment. J'ai suggéré que le respect est un sentiment, feeling, et qu'en tant que tel, il tend à la fois vers l'action et vers l'expression. Sa fonction biologique est de stabiliser les résultats de la négociation entendue au sens large. Le respect est ensuite un aspect de la réciprocité. Il motive pour la contrainte. Dans le respect envers quelqu'un, il y a le mouvement qui pousse à accorder à cette personne des protections sociales importantes. Les signes de respect signalent cette motivation. Mais les sentiments, feelings, de respect ne sont pas munis de standards particuliers préprogrammés. Ou bien ils sont trop nombreux pour régler nos perplexités morales. Des sentiments de respect s'attachent forcément à diverses contraintes sociales, réelles ou possibles, mais savoir quels compromis attireront les sentiments doit être une question complexe, dépendant de la dynamique psychosociale. Nous entrons donc dans la recherche morale avec le sentiment que le respect émet des exigences fortes. Reste que nous pouvons nous attendre à de la confusion et au désaccord sur le contenu exact de ces exigences. Les autres fondements. Je me suis interrogé sur la bienveillance et sur la réciprocité chez l'homme. Dans la réciprocité, j'ai fait entrer un sens de l'équité, l'irritabilité en même temps que le respect envers les autres. Il y a aussi d'autres sentiments qu'il faut mentionner, des sentiments qui ne sont pas réciproques, du moins pas ouvertement. Je voudrais en parcourir quelques-uns rapidement sans prétendre à l'exhaustivité. Une personne a le sens de sa propre valeur morale, valeur que cette personne peut confirmer par des actes méritoires. Certaines circonstances suscitent un sentiment, feeling d'inspiration morale, sentiment qui peut encourager de grands sacrifices. Le dégoût vient à l'appui des tabous et de la soif de pureté morale. Il ne fait pas de doute qu'il y ait d'autres fondements à la préoccupation morale au sens large, quoique certains d'entre eux, comme je vais l'affirmer, à savoir l'adhésion au droit, le besoin de justifier nos actions, se réduisent en fin de compte à des choses dont nous avons déjà parlé. Quand nous donnons des exemples d'honnêteté, de l'intention, de fermeté dans l'application des bonnes maximes, et de sympathie et de bienveillance générale, et ce même au prix de grands sacrifices, de nos avantages et de notre confort, il n'est point d'homme quand ce serait le scélérat le plus pernicieux qui nous voudrait pouvoir avoir aussi ses qualités. Tel est l'avis de Kant, 1785. Nozick parle de certains individus dont la vie est baignée de valeurs, qui suivent des valeurs avec une pureté et une intensité obstinée, qui incarnent ces valeurs au plus haut degré possible. Ces individus rayonnent d'une aura particulière. Le coût particulier d'un comportement immoral est un coût en valeur. La vie immorale est une vie qui a moins de valeur que la vie morale. La personne immorale est une personne qui a moins de valeur que la personne morale. Il doit être difficile de produire une taxinomie de ces sentiments de valeur morale. L'orgueil semble être le mauvais terme pour les désigner, ainsi que l'estime de soi. Il ne fait pas de doute que les sentiments d'auto-évaluation prennent des formes culturelles diverses, si bien que dans certaines lectures étroites, il se peut que le sens de la dignité morale soit particulier à des cultures comme la nôtre.
Reste qu'une sorte ou une autre de préoccupation quant à notre statut est probablement un phénomène universel, et il serait surprenant qu'il n'y ait pas sous-jacente des adaptations biologiques au travail. Les pressions de sélection qui ont façonné notre capacité à avoir un sens de la dignité morale ont dû avoir une influence sur les récompenses de la bonne volonté, sur les qualités qui suscitent amour et coopération joyeuse. Il semble que ce soit une sorte ou un autre de sens de la haute dignité morale ou d'estime morale de soi qui soit responsable de l'essentiel du fonctionnement du monde motivationnel. Steele, 1988, soutient que les phénomènes largement répandus qu'on a longtemps expliqués par une pulsion pour réduire la dissonance collective s'expliquent mieux par des processus d'auto-affirmation qu'activent des données menaçantes pour notre perception de l'adéquation ou de l'intégrité du moi. À Salt Lake City, un homme se faisant passer pour un sondeur par téléphone déclara à des femmes prises dans un groupe aléatoire qu'il était à peu près de notoriété publique et qu'elles se refusaient à coopérer dans des projets impliquant leur communauté. D'autres femmes s'entendaient dire reprocher de conduire leur voiture imprudemment. 2 jours plus tard, à l'occasion d'un appel qui n'avait ostensiblement aucun lien avec l'appel précédent, une femme sollicita une aide particulièrement lourde pour mettre en place une coopérative alimentaire. Parmi les femmes qui n'avaient pas reçu le premier appel, il y a eu environ la moitié qui accepta, alors que la quasi-totalité des femmes qui s'étaient fait réprimander 2 jours plus tôt accepta. Que la réprimande ait été pertinente ou non, qu'elle ait été accusée d'être peu coopérative ou d'être imprudente au volant. Et puis il faut aussi considérer l'effet blouse blanche. Les gens tendent à rationaliser les choix qu'ils ont faits de sorte que lorsqu'ils choisissent par exemple entre des possibilités qui se valent à peu près à leurs yeux, ils ont ensuite tendance à penser que celles qu'ils ont choisies étaient substantiellement préférables. Il semble qu'ils veuillent pouvoir produire à leur propre intention une bonne explication de la raison pour laquelle ils ont choisi cette solution. Steele et ses collaborateurs avaient sélectionné des étudiants scientifiques pour qui la blouse blanche était le symbole de leurs objectifs personnels. Pour ces étudiants, le fait de porter une blouse blanche éliminait presque cette tendance à rationaliser, alors que pour les élèves d'école de commerce, la blouse blanche n'avait absolument pas cet effet. Il semblait que le fait d'avoir revêtu une blouse blanche confirme chez ces sujets leur sens de valeur morale et qu'ensuite il n'ait eu aucun besoin de rationaliser. Il apparaît aussi malheureusement que l'impression qu'on vous donne d'être maître d'une situation peut vous rendre insensible à certains types de données nouvelles. Ces motivations sont profondes et centrales dans l'existence humaine. L'inspiration morale est un autre phénomène frappant. Elle peut être ressentie comme toute puissante et purificatrice, accordant des visions d'une sainteté particulière que nous pourrions espérer atteindre. Et ensuite, il se peut que cette vision soit difficile à concilier avec des motivations et des habitudes plus quotidiennes. Voilà surtout un sentiment moral au sens large qui peut se mettre en contradiction avec d'autres sentiments moraux au sens large. Car après tout, quel rapport entre l'inspiration et une réciprocité attentive où la civilité, la tolérance et l'équilibre? L'inspiration peut apporter ensuite des déceptions. Elle peut se dérober quand nous avons besoin de son soutien. Mais nous devrions reconnaître la puissance qu'elle a parfois. Pourquoi des êtres évolués auraient-ils des motivations si fortes et si altruistes? Tantôt c'est le rituel qui nous inspire, et tantôt c'est la prédication. Alors peut-être devrions-nous chercher une fonction biologique d'inspiration dans l'esprit de groupe. Il se peut que l'explication se trouve en partie dans l'activisme et dans l'écologie de la guerre primitive. Ray Paport, 1979, commente longuement, entre autres choses, le rituel, l'expérience de la présence d'une humaine, du cycle rituel de guerre primitive et l'importance et la signification écologique de la guerre. Il semblerait que dans certaines cultures, ce soit le dégoût que l'on développe comme l'émotion première qui façonne la vie collective. De manière métaphorique, la propreté y est étendue à un code compliqué, et ensuite les règles du code peuvent servir de signe distinctif du groupe. Cette fixation sur la pureté pourra avoir l'air assez différente de la moralité, mais nous pouvions nous attendre à ce que les sentiments qui entrent en jeu ici, le dégoût, les aspirations à la pureté, influencent des cas bien clairs de jugement moral. Nous voulons des mains propres et de la pureté morale, disons-nous. L'emprise sur nous de la moralité se resserre si la moralité nous aide à adhérer. Si elle nous consacre membre de la confrérie des purs et des vertueux, il se peut que nous nous trouvions amenés à développer des standards moraux qui fourniront un test de pureté morale. Voyez dans l'article Pollution de l'Oxford English Dictionary les citations pour les premiers emplois attestés. Il s'agit d'emplois religieux et moraux, et les images qui dominent sont l'ordure, les excréments et les porcheries. Toutes les choses dont je viens de parler pourraient être qualifiées de sentiments moraux au sens large, mais il existe un autre fondement de la préoccupation morale, et c'est l'intérêt exclusivement égoïste. La moralité est utile, elle nous offre une protection.
Nous redoutons ce qui pourrait arriver si la protection se trouvait sapée. Nous le redoutons comme nous craignons toute grande catastrophe. Il se peut que la tendance à nous protéger nous-mêmes ne compte pas comme sentiment moral, même au sens large, mais elle influence forcément nos jugements moraux. De fait, la peur se nuance en un sentiment, feeling, de terreur révérencieuse, de crainte d'une déité ou d'une figure du Père sévère, et il se peut aussi que cette crainte se fixe sur toute la nature. Même sans Dieu, il se peut que nous ressentions que le monde est pourvu d'un ordre moral qui monte la garde et châtie les transgressions. Dans les récits des ethnographes, la peur peut figurer dans le meilleur équivalent de la moralité, comme pour nous la crainte de Dieu. Par exemple, l'AD 1957 rapporte que l'un des termes éthiques importants chez les Navarros signifie à peu près dangereux. Il semble que l'on fasse appel aux notions de crainte et de terreur. Chez les Navarros, on parle d'erreur, pas de faute ou de culpabilité. Je n'ai rien dit de certains des autres fondements que les philosophes trouvent à la moralité. Certains fondent la moralité sur des droits. Peut-être les droits sont-ils découverts par l'intuition, et l'intuition oriente quelque chose qui ressemble au droit coutumier avec des analogies et des tests intuitifs des principes. Ou bien peut-être peut-on découvrir les droits en faisant appel à une raison d'être supplémentaire. En tout cas, on devrait bien voir que les jugements ayant trait aux droits sont étroitement liés aux sentiments que provoque le non-respect des droits. Il s'agit de sentiments de représailles, tantôt pour nous, tantôt pour les autres. Ces sentiments sont des types de colère, avec une contrepartie à la première personne, qui est le sentiment de culpabilité. J'ai essayé de formuler quel est le lien entre ces sentiments et les droits. Un jugement ayant trait aux droits consiste en normes pour la colère et la culpabilité. Les droits d'une personne dépendent de ce qui est juste ou équitable, et juger l'équité, c'est accepter des normes pour la colère et la culpabilité, des normes ajustées comme élément de la dynamique de la discussion normative. Nous avons déjà un tableau naturaliste de la raison pour laquelle nous devrions percevoir les gens comme ayant des droits. De notre côté, Scanlon fonde la préoccupation morale sur le besoin d'être capable de justifier nos actions devant les autres. Scanlon, 1982. Plus précisément, la motivation qu'il évoque est le désir de pouvoir justifier nos actions devant les autres par des motifs qu'il leur serait impossible de rejeter raisonnablement. Il ajoute « raisonnablement », autrement dit, étant donné le désir de trouver des principes que d'autres personnes avec des motivations similaires ne pourraient rejeter raisonnablement. Mais ce besoin ne constitue pas une impulsion morale à part. Il fait partie du mécanisme de la culpabilité et de l'absolution. Après tout, toute justification n'est pas morale. Par exemple, nous pouvons justifier une affirmation en mathématiques, et cela ne fait aucune partie de la vie morale au sens étroit. Nous pouvons justifier un coup en affaires comme étant malin, comme l'allégation non morale que ce coup était stupide. Ce qui rend morale la justification, c'est un lien avec le sentiment de culpabilité, la colère et ce genre de choses. Les parents grondent leurs enfants et les enfants se justifient ou courbent la tête. Des amis se font des reproches et rencontrent justification ou excuse. Des sentiments similaires s'étendent à des arènes plus larges. Le besoin de justifier est le besoin d'être tenu pour sans faute et d'être aussi réellement sans faute que les autres nous chargent ou non d'un blâme. Ce qui constitue l'absence de faute aux yeux d'une personne s'ajuste selon la dynamique de la discussion normative. La préoccupation morale n'est pas tout entière constituée de bienveillance simple et directe qui travaille à borner l'intérêt égoïste. Il y a aussi d'autres préoccupations qui sont morales au sens large. Ce ne sont pas de pures questions d'intérêt égoïste et elles affectent les normes pour la culpabilité et la colère qui vont ou non vous paraître vraisemblables. J'ai posé des questions sur la forme réelle de ces sentiments moraux au sens large, en reprenant divers truismes et observations courantes et en essayant de les ajuster aux possibilités évolutionnaires. Il est bien possible qu'une espèce hautement sociale telle que la nôtre ait évolué de manière à avoir cet ensemble de sentiments moraux au sens large qui nous semble observer en nous-mêmes. Ces sentiments ne rentrent pas dans un système bien ordonné. Il y a des fois où des sentiments différents poussent dans des directions différentes, et même pris un à un, certains manquent de contenu bien clair. En particulier, les sentiments d'équité et de respect sont dotés d'une forme bien définie, mais ils ne se produisent pas de directives constantes. Leur contenu apparent se dégage d'une dynamique sociale compliquée. 15. L'évaluation des sentiments. Dans le précédent paragraphe, j'ai tenté d'arriver à une écologie du sentiment moral au sens large. Supposez à présent que j'y sois parvenu au-delà de mes plus chères espérances. Supposez que je sois tombé juste sur les formes de nos sentiments moraux au sens large. Qu'est-ce que les sentiments auraient à voir avec une morale justifiée? Nous pourrions décider qu'ils n'en font pas partie, qu'ils ne font partie d'aucune morale que nous devrions accepter.
C'est peut-être ce que nous devrions dire au sujet, par exemple, de la soif de vengeance. Cette pulsion est morale au sens large, mais peut-être n'est-il jamais censé de vouloir se venger purement et simplement pour se venger. Alors comment pourrions-nous évaluer une pulsion comme celle de se venger? Ou un sentiment plus sympathique? Comment pouvons-nous aller des racines réelles de notre préoccupation morale à des raisons d'être qu'il est censé l'accepter? Quel rapport même ont entre eux les sentiments et de bonnes raisons d'être? Ce paragraphe est constitué de deux parties, quelque peu désarticulées. Je traite d'abord de deux façons possibles de percevoir nos sentiments quand nous pensons aux normes à accepter comme les régissant. Une façon de faire est de prendre les sentiments pour guide. L'autre façon est de demander quelle est la meilleure manière de les mettre à l'œuvre. Quand nous décidons quelle norme accepter pour un sentiment, nous pouvons consulter notre sens de la vraisemblance et accepter des normes qui s'ajustent à la raison d'être que semble comporter ce sentiment. Ou bien nous pouvons prêter attention ou bien que peut faire le sentiment et accepter des normes qui font avancer ce bien. Chacune de ces façons mène à l'autre. Sans les rênes convenables, les sentiments sont de mauvais guides, et pourtant nous ne pouvons les mettre à l'œuvre qu'en les prenant pour guides. Les normes pour les sentiments doivent être testées à la fois par leur vraisemblance et par leur intérêt pragmatique. Cela nous mène au deuxième thème de ce paragraphe. Les deux pointes de la recherche normative, la vraisemblance et l'intérêt, sont reliées par des conditions nécessaires de cohérence. Les philosophes s'efforcent de conserver une cohérence rigoureuse dans un très large éventail de cas. Cela n'est pas représentatif de la réflexion et de la discussion normale. Un normativo-expressiviste doit-il adopter cette attitude? Bien sûr, la question s'applique à la recherche normative en général. J'utilise la recherche sur les sentiments comme illustration. Le cas des sentiments nous met en présence d'une question qui se pose pour tous les types de recherche normative. Dans une version normativo-expressiviste, quelle est la valeur particulière de la cohérence? Rien ne paraîtra bien étonnant dans ce chapitre et dans un sens c'est triste. C'eût été une bonne chose que le normativo-expressivisme nous offre de nouvelles clés pour la recherche normative. Mais dans un sens, c'est aussi une heureuse chose. La théorie s'en trouve quelque peu confirmée si des rêveries normativo-expressivistes produisent des préceptes familiers.